Une grande question que je me suis posée et que d'autres personnes m'ont posée, ingénieurs pédagogiques et enseignants, ce serait un peu la durée de vie d'une compétence. Ça veut dire concrètement, est-ce que on peut avoir une compétence, détenir une compétence à un instant T, et est-ce que quelques années plus tard, quelques mois, on peut la perdre? Et ça, c'est la question que j'aimerais qu'on traite aujourd'hui. Et alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être rappeler ce que je vais entendre, ce qu'on va entendre ici par compétence, si tu es d'accord. Si je prends le cadre de Jacques Tardif, ce serait un savoir agir complexe, prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources à l'intérieur d'une famille de situations. On est d'accord avec ça? Complètement, oui. Ok. Euh, Est-ce que tu t'es déjà posé la question, déjà, de cette durée de vie? Est-ce que tu t'es déjà fait la remarque, dans le cadre professionnel ou personnel, que tu avais un jour, un jour à une année X, des compétences et que tu avais le sentiment de les avoir perdues ou oubliées? Alors moi, à titre personnel, non, j'ai pas eu l'impression d'avoir perdu des compétences et je me suis aussi beaucoup interrogée sur la question dans le cadre du recrutement. Et moi, alors en fait aussi, je pense que la compétence, alors la perdre, euh, pour moi, on perd pas une compétence, peut-être on l'a pas utilisée depuis quelque temps et on peut la réactiver. Je vais faire une différence entre perdre une compétence et une compétence qui deviendrait obsolète. Moi, Ok. c'est différent. Il me semble que tu m'avais aussi parlé de voilà de cet aspect un peu de d'obsolescence, quoi. Oui, oui, oui. Oui, on va dire et l'obsolescence. Tiens, comment tu définirais d'ailleurs cette obsolescence de la compétence? Distinction entre obsolescence et juste perdre. Perdre, c'est quand tu n'y as plus accès. Alors bien évidemment, on va mettre de côté quelqu'un qui aurait eu un accident et qui aurait perdu des facultés, enfin un accident ou accident d'une maladie, enfin voilà, qui aurait perdu des capacités cognitives. Hein. On met, bien évidemment, on met ça de côté. Donc moi, perdre, c'est vraiment tu as plus accès à tes ressources, hein, puisque c'est ça dont il est question, de mobiliser des ressources internes et externes. Donc là, comme ça, j'arrive pas à imaginer quand est-ce que tu pourrais perdre des compétences. En tant que recruteuse, il m'est déjà même arrivé de recruter des personnes dans le milieu hospitalier, que ce soit sur des postes d'aide-soignants, infirmiers, de personnes qui n'avaient pas occupé les fonctions depuis un certain temps, qui avaient été diplômées, qui avaient déjà eu une expérience, mais pour une raison ou une autre, avaient fait d'autres choses ou bien mis entre parenthèses leur vie professionnelle et n'avaient pas travaillé parfois pendant 10, 15, même une fois, je pense, ça a été jusqu'à, je pense qu'on n'était pas loin des 20 ans. Et il a fallu bien évidemment, voilà, mettre à jour, mais pour autant, ça n'a pas été un frein à l'embauche. Alors bien évidemment, c'est un secteur particulier, il y a des difficultés de recrutement, on peut être plus ouvert peut-être, mais en tout cas, ça n'a pas été un frein à l'embauche. La personne, on l'a considérée effectivement avec peut-être l'accompagnement enfin voilà, qu'on prodigue pour des personnes plus, comment dire, qui sortent des études, voilà. Mais ça n'a pas été un frein à l'embauche. Mhm. Donc c'est quelque chose Ok. de plus pour moi qu'on va réactiver. Alors, j'ai envie de pousser un peu. Est-ce que si il faut les réactiver, est-ce qu'il n'y a pas des éléments, des circonstances en dehors des cas de force majeure qui font, qui feraient plutôt qu'on n'arrive plus à les réactiver? Là, tu vois, j'étais en train de penser à quelque chose en arrière-plan pendant que je t'écoutais, et je repensais à une période où j'avais quoi, 12, 13 ans, j'étais à fond dans le roller, je faisais beaucoup de roller en skatepark, donc c'était vraiment, avec des copains, on essayait de faire des figures, on apprenait diverses choses, et j'ai arrêté à un moment donné, j'ai dû arrêter vers 15, ouais, 14 ans, et j'ai décidé d'y revenir
vers 23, 24 ans. J'avais complètement arrêté. Et là, je me dis, wow, il faut que je réactive tout ça. Je savais vraiment faire tout ça. On se met en haut d'une rampe et on se dit, ah, j'ai vraiment fait des choses comme ça un jour. Et alors, j'ai essayé de me remettre dedans. J'ai peut-être pas su consacrer suffisamment de temps, mais j'avais eu le sentiment d'avoir tout oublié. Alors, je pourrais te rejoindre avec un peu de temps, un peu de travail, je pourrais les réactiver, mais je pourrais les réactiver parce que j'avais encore quelque part le capital physique, le capital motricité qui me permet de le faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement des compétences qui pourraient disparaître de par l'évolution de notre environnement, mais aussi de notre personne? Alors effectivement, du coup, toi, tu étais parti sur les capacités plus motrices et moi, j'étais plus sur l'aspect cognitif. Euh, Bah, ce serait en fait ne plus avoir accès à certaines ressources. Alors si c'est des ressources personnelles, euh, à part effectivement, donc quand je dis ressources personnelles, ça va être comment dire, ça peut être lié du coup que ce soit sa personnalité, ses aptitudes, euh, ne plus y avoir accès. À part effectivement soit la maladie, un accident, le fait aussi de vieillir, parce que Oui, ça serait des surtout les variables, on va capacités dire, internes. motrices, ça peut faire que c'est plus difficile, enfin voilà. Mais perdre, euh, par rapport à ces ressources internes là comme ça, j'ai plus de mal. Les ressources extérieures, ce serait lié à des connaissances. Mm, Donc on pourrait avoir besoin de remettre à jour des connaissances. mm, Notamment là, je pense plus par exemple, l'utilisation d'un logiciel qui nécessiterait de devoir actualiser des connaissances. Mais pour autant, enfin, on a encore accès à, oui, il faut rechercher, faut se mettre à jour. Euh, mais on a encore, je pense, les facultés cognitives pour aller développer, enfin, acquérir de nouvelles connaissances. C'est pas perdu. Et là où oui, tu posais la question tout à l'heure, où j'ai pas répondu sur l'obsolescence, c'est plus que je verrais plus ça dans le sens où la compétence n'a plus lieu d'être, elle est périmée dans le sens où pas de son fait à soi, mais dans le fait qu'elle est plus nécessaire, elle est plus utile dans le cadre professionnel et ça peut être, je sais pas si par exemple un langage informatique, un développeur qui a développé un langage informatique et qui demain s'est remplacé par l'intelligence artificielle. Voilà, potentiellement, enfin c'est un exemple, hein. Je ne sais pas si on va aller dans ce sens-là, mais je sais qu'il y a déjà des développeurs qui commencent à utiliser l'intelligence artificielle et qui codent plus forcément tout. Donc, admettons, ce serait ça, un langage informatique, Java, n'importe quoi, hein, je suis pas spécialiste dans le domaine, euh, il y aurait plus, voilà, il est plus utilisé, comme ça a été le cas, alors c'est encore des langages qui existent, mais par exemple SAP, un langage qui a été beaucoup utilisé, et maintenant qui devient, il n'est pas tout à fait obsolète, mais il est utilisé maintenant que dans des secteurs bien spécifiques, quoi. mm. Donc oui, obsolescence, parce que finalement, l'environnement proche évolue. Ça, j'imagine qu'on peut l'observer un peu partout. J'avais en tête les métiers liés à l'entretien et l'utilisation du télégraphe. Je pense qu'aujourd'hui, on s'en sert plus du tout, comme ou même un peu à plus proche, à époque plus proche, le Minitel. Et donc, la problématique qu'on pourrait voir, ou que n'importe quel professionnel pourrait craindre, ce serait l'obsolescence de ses compétences Ouais. en raison d'une évolution. Et finalement, l'exemple que tu donnes sur l'arrivée des intelligences artificielles et la modification des environnements et des rapports au travail impliqués par ces dernières, c'est tout à fait d'actualité. Alors, grande question qui pourrait en découler, qu'est-ce que
comment en fait, comment vivre, comment s'adapter à ces obsolescences? Je pense que ce serait une question qui serait intéressante de traiter. Et le problème, c'est que j'imagine qu'en fonction des domaines d'activité, il y a plein d'adaptations spécifiques à avoir. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas en fait des, comment dire, des process, un fil rouge commun à toutes les adaptations? Alors, Eh c'est-à-dire? ben, imagine qu'au final, que, je sais pas, que pour faire simple, que tu travailles dans l'informatique, que tu travailles dans l'enseignement, que tu travailles dans la restauration, est-ce que s'adapter à un nouvel environnement, ça ne demanderait pas des ressources ou des méthodes similaires, peu importe le domaine? Ah, des ressources, que je si, enfin, je répondrais oui, dans le sens où les personnes qui ont des capacités, aptitudes à être, dans l'apprentissage constant, dans la voilà, remise en question dans leur pratique, démarche d'amélioration continue. Des personnes qui ont déjà ça en elles, on va dire, c'est intégré dans leur aptitude, c'est leur mode de fonctionnement naturel, vont avoir tendance plus facilement à s'actualiser, on va dire, comme c'était une mise à jour informatique, au fur et à mesure, et ne pas arriver, ces personnes-là, généralement, elles n'arrivent pas à un point justement d'obsolescence parce que constamment elles se mettent à jour. Ouais. C'est pas Mais le cas de tout le monde, hein. oui, et justement, alors, je voulais arriver sur cette idée que c'est pas le cas de tout le monde. Si c'est pas le cas de tout le monde, c'est peut-être parce que cette actualisation, cette métacompétence d'adaptation, ça a un coût quelque part, peut-être, je sais pas moi, financier, logistique, psychologique. Est-ce que finalement, pourquoi est-ce que tout le monde tout le monde n'est pas, pourquoi est-ce qu'on n'est pas forcément égaux en termes d'adaptabilité? Alors, pour moi, il y a plusieurs paramètres. Il y a effectivement euh, les capacités cognitives. Tout le monde a ses propres caractéristiques, on va dire. Donc il y a des personnes, de toute façon, quoi qu'il en soit, qu'elles aient les moyens ou pas les moyens, elles vont actualiser leurs connaissances, sachant que aujourd'hui, l'information est accessible, on va dire, assez facilement par rapport, je sais pas si on remonte à 10, 20 ans, là maintenant avec voilà, l'information, c'est pas ce qui manque. Donc de toute façon, les personnes dont c'est le mode de fonctionnement vraiment d'être toujours en veille, de se questionner, d'avancer, de chercher à faire mieux. Quoi qu'il en soit, ces personnes, euh, elles avancent, voilà, elles actualisent leurs connaissances. Après, il y a aussi euh, des personnes. Moi, ce que j'ai pu voir dans le cadre professionnel, et derrière, en fait, c'est la notion d'employabilité. Il y a des personnes qui, pour elles, l'employabilité est du ressort uniquement de l'employeur. Alors oui, hein, le code du travail dit que l'employeur, il doit euh, garantir, alors j'ai plus les termes exacts, mais en tout cas, voilà, il doit faire en sorte que les salariés doivent pouvoir se maintenir dans l'emploi. Et il y a vraiment des personnes qui sont voilà, qui remettent cette responsabilité dans les mains de l'employeur et qui, effectivement, là, vont attendre qu'on leur propose des formations. Et est-ce que avoir cette posture attentiste, selon toi, serait le chemin, comment dire, pas le plus sécurisé, mais le meilleur chemin pour maintenir une adaptation? Parce que finalement, là, j'ai une idée qui me vient en tête. Si- Ma réflexion, le fond de ma réflexion, c'est que pour justement entretenir
ces compétences, il faut avoir la métacompétence d'adaptabilité et que la détention de cette métacompétence d'adaptabilité, ça nécessite une certaine posture qu'on pourrait caractériser par une curiosité, une envie d'explorer à droite à gauche tout ce qui vient, avoir un détachement vis-à-vis de l'erreur, en tout cas de la dimension stigmatisante de l'erreur, être capable de se dire, bah, vu que j'apprends, je peux essayer de faire tout et n'importe quoi, ou presque, et me tromper et corriger mon tir, et que toutes ces composantes, eh bien, ça vient un peu s'opposer avec la posture attentiste. Et peut-être même que lorsque l'employeur décide de donner accès ou de former ses salariés à, former ses salariés à n'importe quel changement, comme par exemple l'intelligence artificielle, est-ce qu'il ne serait pas trop tard finalement? Est-ce que est-ce que s'en remettre à l'employeur pour actualiser ses compétences et maintenir quelque part son employabilité, ce serait pas un peu dangereux? C'est une question qui me vient à l'esprit. Alors, si tu me poses la question, moi Oui. personnellement, je vais te dire oui. Après, ça fait débat, hein, dans les, enfin, je veux dire, les enseignants-chercheurs qui ont travaillé sur ces questions d'employabilité, on a vraiment des chercheurs qui sont plutôt effectivement, c'est à l'employeur de garantir cette employabilité. Pour d'autres, c'est vraiment une co-construction. Et puis, d'autres constatent qu'effectivement, il y a des personnes qui s'emparent en fait de leur propre employabilité. Donc, personnellement, moi, je trouve que c'est effectivement dangereux dans le sens où on remet sa vie professionnelle et par conséquent sa vie dans les mains d'un employeur qui peut avoir d'autres objectifs, voilà. Et puis quand effectivement il décide de mobiliser des moyens, parfois, c'est parce que l'entreprise, elle a un peu dos au mur. Je sais pas, j'ai pas forcément de regard sur comment ça fonctionne dans les autres pays, mais en France, c'est comme ça. Il y a pas, il y a pas beaucoup d'entreprises qui sont vraiment dans l'anticipation. Et c'est pour ça qu'on a tout ce millefeuille aussi de lois euh, sur la partie, on va dire, enfin droit social, parce que les entreprises n'agissent que elles y sont contraintes. Et encore, parfois, il faut qu'il y ait des sanctions pour faire bouger les choses. Donc, Oui. effectivement, le salarié qui attend après l'employeur pour être formé, c'est prendre le risque en fait finalement d'arriver à cette obsolescence. Et puis là l'employeur il peut dire bon écoutez maintenant j'ai pas de possibilité pour vous, on va procéder à un licenciement quoi. Donc c'est trop tard, vous êtes vraiment trop loin. Ce qu'on peut vous proposer, vous serez pas en capacité d'évoluer sur ces fonctions-là quoi. Mm. Il y a aussi justement un autre élément qui s'ajoute à cela, c'est la volonté du salarié, de la personne, à accepter le changement et ce qu'il impose, donc transition, apprendre de nouvelles choses. Et c'est peut-être que le phénomène le plus classique de résistance au changement, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ne voudront pas changer parce que selon leurs valeurs, il y a en fait comment dire, bah, une défiance vis-à-vis du nouveau changement, enfin vis-à-vis justement du changement. Là, si je prends un exemple qui vient comme par rapport à l'intelligence artificielle, c'est de dire, oui, mais avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, je vais perdre mon métier, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, j'ai pas envie de nourrir cette dévalorisation, cette dégradation, cette dégénérescence de mon métier, donc je refuse de donner là-dedans. Et c'est peut-être aussi une autre dimension qu'on a oublié de souligner, c'est que pour changer, pour s'adapter, il faut quelque part adhérer. C'est-à-dire, il ne faut pas simplement se dire j'aime bien explorer à droite à gauche, mais il faut être capable de se dire si je vais dans cette direction vers ce changement, ça va me demander d'accepter un nouveau paradigme ou une évolution de mon paradigme. Et est-ce que moi, en tant qu'être humain, je suis d'accord avec ça? Et peut-être que l'enjeu,
lorsqu'on doit justement évoluer individuellement sur nos compétences, aussi diverses et variées puissent-elles être, c'est arriver à se poser cette question: «Est-ce que moi je suis d'accord? Est-ce que je suis aligné? Est-ce que le fait d'évoluer vers une direction Y maintient mon alignement personnel?» Je sais pas ce que tu en penses? Et Hem, alors, i comment dire? L'alignement, après ça dépend, oui, sur quels aspects. Aligner enfin, est-ce que, la façon dont les choses peuvent évoluer, mon métier, me correspond toujours? Donc ça, c'est effectivement, ça peut être, ce type d'interrogation-là, parce qu'il y a peut-être des métiers, hem, comme par exemple, je sais pas, la comptabilité, où l'intelligence artificielle va pouvoir, vraiment permettre de gagner du temps et va finalement amener à faire évoluer le métier, et le comptable va peut-être se retrouver plus finalement dans la partie conseil. Il y aura plus toute cette, la partie, alors saisie, il y en a déjà beaucoup moins parce que c'est déjà, avec les outils, qui existent déjà, ça prend beaucoup moins de place, mais même tout ce qui est rapprochement, des choses comme ça, enfin, c'est déjà, automatisé. Donc s'il y a plus finalement le cœur de métier comptable, ben, ça va peut-être, évoluer vers le conseil. Et est-ce que, la personne qui initialement s'était orientée vers ce métier-là, c'était cette, fonction, cette activité de conseil qui l'intéressait? oui, c'est justement à ça que je pense parce que très souvent, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu et parce que j'en ai fait l'expérience la semaine dernière. On parlait de l'intelligence artificielle qui arrivait dans nos métiers, qu'il fallait s'y former, mais presque c'était naturel de devoir s'y former et de s'y adapter. Alors moi, personnellement, étant donné que je m'intéresse aux intelligences artificielles et que je vois l'intérêt, eh bien, je me dis oui, il faut le faire. Mais ça, c'est une posture, c'est un positionnement personnel qui se base sur des valeurs spécifiques et d'autres personnes pourraient être en désaccord. Et d'autres personnes étaient en désaccord. Et c'est là qu'amène une question philosophique, c'est justement est-ce qu'on peut, voire est-ce qu'on doit licencier quelqu'un qui ne veut pas s'adapter? Alors, justement, j'ai une situation très précise. C'est pourtant dans le domaine de l'informatique, un développeur qui, lui, refuse de se former à l'intelligence artificielle. Or, l'entreprise en question, pour répondre à des demandes, des besoins des clients qui demandent l'intelligence artificielle, à un moment donné, quoi qu'il arrive, l'entreprise est obligée de prendre ce virage parce que ça remet en question, la pérennité de l'entreprise si elle ne va pas, dans ce sens-là, parce que les concurrents ils vont y aller. Va se poser la question à un moment donné, ce développeur, si il refuse, enfin voilà, si c'est soit il se forme, il accepte de se former pour, continuer, enfin, à comment dire? À correspondre aux besoins de compétences de l'entreprise, soit il faudra trouver une solution pour, mettre fin, à la relation de travail. Et donc finalement, si je reprends ton exemple et que j'essaie d'en tirer un enseignement ou un principe général, c'est que peu importe qui nous sommes, l'obsolescence de nos compétences nous guette et c'est comme si on avait un compteur invisible au-dessus de la tête, quoi qu'il arrive. Un compteur après, bah, de toute façon, il suffit de regarder l'histoire. On voit bien que c'est les métiers, ils évoluent en permanence. Il y a des métiers qui disparaissent, des métiers apparaissent. Mm. Et puis, est-ce qu'il y a des métiers qui sont, comment dire, préservés à l'abri de ça? Je sais pas. Je suis pas certaine. Je sais pas non plus. Je sais pas non plus. Alors, concernant l'intelligence artificielle, alors,
protéger du changement, un métier qui protéger du changement, j'ai du mal à en voir un, là, maintenant, tout de suite. Protéger du changement ou des changements amenés par les intelligences artificielles, je pensais à tous les métiers qui nécessitent des relations humaines poussées, sophistiquées. Mais si ça se trouve, dans quelques années, on pourra avoir une intelligence artificielle capable de détecter, de décrypter les émotions des gens et d'adapter son Mmh, discours mmh, mmh. et d'avoir une empathie tout aussi développée, si ce n'est plus, que celle d'un être humain. Alors Donc, là, il y a déjà des études qui ont été faites sur l'empathie et effectivement l'intelligence artificielle, dépasse, l'être humain. Tout simplement parce qu'elle a appris un programme. Elle est pas, elle-même n'ayant pas d'émotion, elle n'est pas perturbée et elle a appris ce que c'était être, dans l'empathie et tout simplement de dire à la personne: «Je te comprends». Bah, elle le perçoit comme de l'empathie. Donc l'intelligence artificielle, hein, ça a été montré, elle est meilleure que l'être humain en fait. ah oui, c'est étrange parce que dit comme ça, en quoi le fait de dire je te comprends suffirait à manifester, être un signe d'empathie? Ça a été, hein, c'est des études. Je suis une, comment dire, ouais, je pense elle est docteur. Enfin voilà, elle a ces sujets-là, donc elle publie régulièrement, elle partage et voilà, c'était la recherche et le fait de dire je te comprends, bah, ça veut dire que bah, la personne elle se sent comprise en fait. Le Mmh. fait de dire oui, je te comprends, je comprends que la personne en face, elle le reçoit comme je suis comprise. Donc empathie. D'accord, parce que oui, mais il faut vraiment que l'autre personne puisse avoir ce ressenti-là, parce que quelque part, je peux très bien dire je te comprends à quelqu'un, et en fonction de, il pourra très bien se dire, bah en fait non, il s'en fout, ou à l'inverse, ah oui, ok, Mais là, je, on est dans l'écrit, donc la ah personne, d'accord, en fait, voilà, c'était à l'écrit, hein. ok. Donc, ouais, oui, ces études ont été faites sur la base de l'écrit. Hmm. Des Alors, chatbots, tu sais. d'accord. Si justement je remets un peu tout en perspective, on vient de montrer que nous vivons dans un monde où l'obsolescence de nos compétences nous guette, qu'il y a une nécessité implicite ou explicite de nous actualiser, que cette actualisation euh, a un coût, mais aussi demande un engagement, une adhésion sur le plan des valeurs. Et alors, ce qui m'amène à une question peut-être un peu scolaire, c'est comment en fait on peut mesurer la compétence d'une personne. Alors je vais préciser parce que j'ai un cas très spécifique en tête. C'était un enseignant et aussi une ingénieure pédagogique qui m'ont dit, bah, j'ai un problème. J'avais mes étudiants qui ont atteint, débloqué une compétence en année 1 Mhm, et l'année 2, ils ont dû me refaire un travail mobilisant cette compétence et ils n'ont pas réussi. Alors, qu'est-ce que je dois en déduire? Est-ce que ils ne savent plus? Est-ce qu'ils n'ont plus la compétence ou est-ce que je considère qu'ils l'ont? c'est-à-dire, comment ils l'ont pas mobilisé? Parce que est-ce que c'était le même contexte? Parce que finalement, si le contexte est différent, c'était plus forcément la même compétence en fait. Quand j'avais posé la question, le contexte était similaire. Alors là, n'ayant pas d'éléments, c'est Mm. difficile de répondre. En fait, qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas été en capacité enfin, de produire le résultat qui était attendu. Et encore une fois, c'est pas parce que le résultat n'a pas été, enfin, le résultat produit n'était pas celui qui était attendu, ça veut pas dire qu'ils n'ont pas la compétence. Ça, on a Mhm. déjà échangé sur le sujet. Oui. Il peut y avoir dans certains contextes, notamment un stress, d'autres facteurs qui font que la personne, elle a plus accès à l'ensemble de ses ressources, elle perd ses moyens, et puis dans ce contexte-là, sa compétence va pas s'exprimer. Mais ça veut pas dire qu'elle ne l'a pas. Mm.
Donc là, c'est Oui, difficile d'en tirer quelque chose n'ayant pas des éléments de contexte, en fait. ouais. Ouais, et j'ai pas, il faudrait que je demande des éléments très très spécifiques parce qu'au début, quand j'avais posé les questions, mais les exercices étaient différents, le, l'endroit où il faisait, l'environnement était différent. Chaque fois, j'ai eu non, non, c'était la même chose. Et ça voudrait peut-être aussi dire, je me suis dit, enfin, je me suis fait la réflexion tout simplement, que même si l'environnement extérieur est le même, il peut y avoir des environnements internes, des états, des humeurs, des états d'âme, n'importe quoi en fait, qui va Complètement. affecter la mobilisation de ces ressources. Complètement, ouais. Et ça, c'est difficile à mesurer. Hmm. Sans Je- demander, en fait, qu'est-ce qui, enfin, vraiment, aux étudiants, justement, comment ils peuvent expliquer qu'en année 1, ils ont mobilisé la compétence, et puis là, ils ont pas su, quoi. Enfin, hmm. ils ont pas pu. Et qu'il y a quelque chose de très, comment dire, très arbitraire, parce que finalement, pour décider si oui ou non tu as ta compétence, ils sont évalués à un instant T dans l'année. Et quelque part, il faut réussir à montrer patte blanche sur un moment très précis. C'est un peu, si je vais faire une comparaison, le côté très injuste et très arbitraire des compétitions. Finalement, tu veux faire une compétition sportive pour être champion du monde et tout, tu vas passer ton temps à t'entraîner, à mobiliser plein de variables pour être bon sur un seul moment. Et finalement, quelque part, tu pourrais très bien te dire, ah bah, au final, j'ai été le meilleur parce qu'il y en a un qui a eu un rhume, il y en a un qui s'est foulé de la cheville, et que finalement, c'est pas tant une question de meilleures compétences, mais plutôt d'alignement des planètes. Et, et si je devais répondre, en fait, aux enseignants qui s'interrogent, ce serait justement d'avoir un peu de recul et de se dire, est-ce que est-ce qu'ils ont vraiment pas la compétence ou tout simplement, est-ce que c'était pas le bon jour, le bon contexte, ou est-ce qu'il n'y avait pas des circonstances pas forcément atténuantes, mais qui permettaient d'expliquer une mobilisation Ouais. insuffisante, aléatoire des ressources en Alors, question? il y a dans ce sens-là, et puis aussi, est-ce que finalement la compétence était vraiment acquise? Parce que dans les ressources qu'on mobilise, il y a aussi les connaissances. Et parfois, quand les connaissances sont fraîches, on va dire, on peut être en mesure de faire quelque chose, mais pour autant, si on ne les a pas intégrées et qu'on les a oubliées, ça peut faire en sorte que, du coup, il manque un élément pour pouvoir reproduire la compétence. Hmm. Et ça voudrait dire alors que une compétence qui est réellement acquise, on pourrait être capable de mobiliser les ressources dans n'importe quelle circonstance. Ah, bah alors, non, puisque enfin, bah non, parce que pas dans Ah n'importe non, quel. oui. Bah oui, oui, Ah parce non, qu'il y a oui, il y a toujours le facteur, on va dire, environnemental, stress, et puis interne, parce que voilà, on peut avoir vécu quelque chose de difficile, être dans une période un peu difficile. Enfin, voilà, et c'est tout un. Oui, c'est assez complexe quand même. et là, on arrive à un problème. Si justement, en fait, si on reprend ce que tu avais commencé à dire, que peut-être que s'ils n'arrivent pas à mobiliser les ressources en question, c'est qu'ils sont pas à l'aise avec, ils n'ont pas réussi à bien intégrer les ressources, la connaissance en question. Mais finalement, on ne peut jamais mesurer l'acquisition et la mobilisation de ressources indépendamment de l'environnement. Donc, quoi qu'il arrive, il y aura toujours ce rapport à l'environnement. Oui, puisque c'est dans un environnement donné. Après, on peut essayer d'identifier qu'est-ce qui a fait, surtout si la personne, elle a déjà mobilisé la compétence. Par contre, peut-être pas qu'une fois, hein, c'est peut-être ça aussi. Est-ce que vraiment la compétence, elle était vraiment acquise? Parce que ça, c'est quand même, ça demande, ça se voit sur la répétition, quoi. Et effectivement, c'est toujours lié à un environnement, c'est toujours contextualisé. Et la question va se poser, se dire, bon bah voilà, là je comprends pas, cette compétence je l'ai constatée X fois, et là en fait bah, ça n'a pas été le cas, qu'est-ce qui s'est passé? Et là ça permet d'échanger avec la personne pour essayer d'identifier qu'est-ce qui a pu faire que voilà,
un paramètre qui a évolué, qui fait que la personne n'a pas été en capacité de produire la compétence comme elle a pu le faire auparavant. Oui. Et j'ai même aussi, autre chose qui me vient en tête, c'est quand j'entendais l'enseignant en question me dire: «Bah, le contexte était le même». Est-ce que le contexte est-il toujours le même? On peut très souvent avoir le sentiment, bah oui, on est toujours dans la même salle de classe, on est avec le même matériel, on est à la même heure que d'habitude, sauf que et pour ça, encore une fois, il faut identifier les conditions extérieures, l'environnement extérieur et l'environnement intérieur. Si, en tant qu'être humain, on est capable de dresser avec précision l'environnement extérieur, matériel, heure, météo, en localisation géographique, par quels moyens on est capable de vérifier et de s'assurer que les ressources intérieures, que l'état interne de l'étudiant était le même entre hier et aujourd'hui? Ça, on ne sait jamais, c'est très difficile de le mesurer. Alors, à part après définir des critères et Mhm. demander aux étudiants de s'évaluer tout simplement, hein, voilà, mettre en place, définir des critères clés, une échelle, savoir comment ils se positionnent, ça sera voilà, une façon de mesurer effectivement, oui. Voilà. Donc, quelque part, lorsque on veut évaluer une compétence, en tant qu'évaluateur, il faudrait, avoir conscience de toutes ces variables, c'est-à-dire l'environnement interne de l'étudiant, enfin de la personne évaluée, l'environnement extérieur, les relations entre les deux, et être capable de se dire, dans un second temps, que tout ceci peut être extrêmement, comment dire, pas temporaire, mais j'allais dire le mot arbitraire, c'est-à-dire quand on évalue une compétence, on se dit, bah, faut que je sois au clair que s'il l'a pas aujourd'hui, ça veut pas forcément dire qu'il ne l'a pas vraiment, c'est qu'il n'a pas été en mesure de me le montrer C'est pour des ça, mais raisons diverses et variées. c'est exactement, tu faisais, tout à l'heure, tu parlais de sport d'une compétition, c'est exactement ça, hein. Je veux dire, voilà, tu as des sportifs qui vont, ben, rater leur compétition alors qu'ils ont eu des médailles auparavant. Enfin, voilà. Mais là, sur cette compétition en particulier, ils ont pas réussi. Mm. Et alors, quelque part, c'est peut-être là, je rentre vraiment dans une problématique très universitaire où on veut donner des notes, et où il faut délivrer des diplômes pour savoir si oui ou non on lui donne le diplôme. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux enseignants, par exemple, aux équipes pédagogiques, comme quels conseils on pourrait les donner lorsqu'ils veulent mettre en place ces évaluations de compétences? Alors, si on a dit justement être capable de préciser, d'identifier avec précision les contextes et l'environnement dans lesquels on évalue, d'accord, mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Euh, Je suis en train de réfléchir aussi. alors, la difficulté dans ce cadre-là, c'est que on va pas avoir forcément l'opportunité d'une récurrence de Mhm. la mobilisation de la compétence. Parce qu'en fait, on va dire dans le cadre professionnel, c'est ce qui se passe. Le salarié montre à de multiples raisons qu'effectivement, il a bien mobilisé la compétence. C'est pas forcément le cas dans le cadre voilà, des études. Puisqu'il y Mhm. a tellement de compétences à démontrer pour valider un diplôme on peut pas rester un certain temps pour faire répéter, répéter, quoi. Oui, il faudrait quelque part une récurrence qui s'opère, enfin, ouais, un phénomène de récurrence qu'on observe tout au long de l'année, Ouais, à chaque fois des réactualisations. mm. Sauf que là, à ce moment-là, oui, on va se heurter à un problème très bête d'emploi du temps, de temps disponible. Hmm. Donc, allez, peut-être une dernière question pour terminer. Si justement tu devais donner des conseils, des astuces pour ne pas sombrer
dans l'obsolescence. Et quand je parle de conseils et d'astuces, est-ce que tu as déjà pensé à des espèces de rituels, de pratiques, de choses que tu peux faire? Parce que si on est tous d'accord pour dire oui, l'obsolescence nous guette, il faut ça, il faut arriver à se mettre à jour, c'est pas pour autant qu'on va le faire. Surtout qu'en plus, se mettre à jour, nos compétences, elles sont toujours contextualisées. Donc les connaissances qu'on va mobiliser pour se mettre à jour seront toujours aussi contextualisées et on n'a pas forcément le temps pour tout faire. À partir du moment, si on veut être réaliste, où on a un temps limité, une énergie limitée, une attention limitée, qu'est-ce que tu pourrais proposer en termes de rituels, de pratiques, très, très concrètement, pour aider des jeunes et moins jeunes à ne pas sombrer, à ne pas voir leurs compétences devenir obsolètes? Bah, pour moi, c'est faire de la veille, échanger avec des pairs, voilà, pour, puis être dans, oui, une certaine forme d'analyse, de ces pratiques professionnelles. Hmm. Oui, toujours l'analyse, toujours l'analyse est pratique. La veille, ouais. Et ce qui n'est pas évident, c'est que la veille, comme l'analyse de pratique, ça demande du temps. Du temps et de l'attention. Oui, après, à un moment donné, voilà, ça peut pas arriver comme ça. On va pas se coucher le soir, prendre une pilule de je ne sais pas quoi, et puis le lendemain avoir à développer de nouvelles compétences. Donc, c'est, ce serait comme, ouais, bah, t'as déjà évoqué le sujet, quelqu'un qui voudrait se développer du point de vue musculaire et qui va pas faire du sport à un moment Hmm. donné, c'est compliqué, quoi. Donc, si on veut vraiment apporter une conclusion, en tout cas temporaire, le plus important, ce serait d'avoir cette posture, une posture qui nous amène à accepter l'état de fait que tu donnes, qu'on pourrait résumer par on n'a rien sans rien, et que finalement, maintenir les compétences à jour, c'est un travail, c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est pas forcément agréable, et mais que le plus important, c'est d'avoir une vision claire de pourquoi on le fait, et que plus on sait pourquoi, plus on est capable d'en voir l'intérêt, et mieux on supportera le travail d'adaptation. Oui, et puis aussi, moins oui, on le subira. Parce que, qu'on le veuille ou non, les choses évoluent. On a beau freiner des cas de fer, les choses, voilà, l'intelligence artificielle, on voit bien en peu de temps l'ampleur que ça a pris, on n'en est qu'au début. Hmm. Donc, faire l'autruche et se dire non, je veux pas, autant dire c'est pas ça qui va arrêter les choses, quoi. Et à un moment donné, ben, on se retrouve comme ça dos au mur et on n'a plus le choix. Alors qu'à un moment donné, on aurait, si on s'intéressait aux choses, on aurait pu avoir le choix de se dire ok, moi l'intelligence artificielle, ce sera vraiment pas possible pour moi. Quel métier vers quoi je peux me réorienter là où potentiellement ce sera moins, l'intelligence artificielle aura moins d'impact, sera moins présente. Hmm. Alors que si tu arrives à un moment donné, tu plus le choix, bah, tu arrives après, ben, potentiellement tu peux perdre ton emploi. Tu arrives à France Travail te donne une liste des métiers qui recrutent. Enfin bon, bref, t'as un peu, voilà, hein, t'as plus vraiment le choix là. Hein. La liberté de choisir son avenir professionnel, c'est malheureusement quand on peut saisir cette opportunité. Alors j'entends bien qu'effectivement tout le monde n'est pas à égalité sur ces aspects-là. Voilà. Mais, mais au moins de se poser la question et de se dire qui peut m'aider en fait pour pas que j'en arrive à, pour le coup, avoir vraiment plus du tout de choix, quoi. Ouais, je repense vraiment à ce que disait Philippe Didier-Gauthier, hein, arriver à cultiver cette sérendipité, à voir les opportunités. Et vraiment, si on devrait résumer
tout ça, toute cette posture, ça serait ce que disait un peu Churchill, être capable de voir l'opportunité dans chaque difficulté. C'est peut-être le meilleur moyen, le meilleur conditionnement, entre guillemets, psychologique pour bien vivre les différentes fluctuations de notre environnement.